Vous avez sûrement entendu la légende comme quoi Alexandre le Grand avait amené au monde le safran. Et si jamais, eh bien, on va dire cette pensée commune à tous était fausse, si jamais c'était le roi Salomon qui avait eh bien, le premier planté du safran pour que dans le temple puisse être faite la kétorette. Alors, tout ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué, et pourtant, nous allons carrément traverser aujourd'hui dans cette émission eh bien, une histoire incroyable. C'est la renaissance du safran en terre d'Israël, et plus particulièrement à Jérusalem. Une histoire passionnante grâce à des entrepreneurs un peu fous comme on les aime. Restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Salut à tous les deux, je suis super contente de vous recevoir parce que j'ai adoré votre histoire, vraiment. Une histoire folle parce que vous n'étiez pas agriculteur, vous n'étiez pas producteur de safran. Or, aujourd'hui, vous l'êtes. Ouais. Alors, bienvenue à tous les deux, je vous présente quand même. Asher Cohen, voilà, depuis 12 ans en Israël, et Moshe Kedem, depuis 22 ans en Israël. Alors, vous étiez un peu dans l'irrigation, un peu connecté à la terre quand même, pas vraiment agriculteur, mais vous connaissiez. Alors on ne vous entend pas très bien par contre, ouais, allez-y. Oui, exactement, ouais. Ouais, donc j'ai travaillé beaucoup dans l'irrigation en Israël, ouais. Au niveau des jardins publics. Ok. Vous avez travaillé en Afrique aussi, je crois ? J'ai travaillé en Afrique aussi, oui, j'étais conseiller pour les plantations de cacao. Donc la terre, tout ça, le monde agricole, vous connaissez quand même. Ouais. Bon, vous par contre, c'était pas du tout votre truc. Vous êtes dans le business, rien à voir. Rien à voir. Voilà. Et un beau jour, vous vous retrouvez tous les deux, parce que vous êtes copains dans la vie, à un cours de Torah, et vous étudiez Shir HaShirim. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Eh ben, donc on étudie Shir HaShirim et on arrive sur un mot qui s'appelle karkoum. Donc on se pose la question, qu'est-ce que c'est karkoum ? On pense que karkoum, c'est du curcuma. Ouais, ça paraît logique. Ça paraît logique. Et en fait, on s'aperçoit qu'en recherchant karkoum, c'est pas curcuma, mais bien du safran. En faisant notre recherche un petit peu plus loin, le mot karkoum, il apparaît aussi dans le Pitom Aktoret qu'on lit 2 fois le matin à Shacharit et à Mincha. Donc ça, c'est dans la tfila, on va dire dans la prière. Tfila. Donc ça voulait dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, ils utilisaient déjà du safran. Du safran qu'on mettait dans la kétorette. Exactement. Donc c'était pas du curcuma, donc du karkoum. Donc à partir de là, on a commencé un petit peu à lancer notre recherche, mais il y a du karkoum, donc il y a du karkoum, il y a du safran en Israël. Donc on a cherché qui c'est qui faisait du safran en Israël, et on n'a pas trouvé. Mais vous avez cherché en pensant quoi ? En pensant en faire, en pensant en produire, c'était l'idée ? Vous cherchiez un truc à faire en Israël ? On cherchait un truc à faire en Israël. D'accord. Donc ça nous a un peu donné l'idée. Donc on a dit on va pas se brûler quand même. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui le fait. Parce qu'on a recherché qui fait du safran dans le monde. On s'est aperçu que l'Iran était producteur numéro 1 dans le monde. On s'est aperçu qu'il y en avait en Espagne, qu'il y en avait en France, qu'il y en avait en Italie, qu'il y en avait au Maroc, qu'il y en avait au Cachemire, en Inde, tout ça. Bon, évidemment, c'est une épice qui vaut une fortune, il faut quand même le préciser. Je crois 50 000 € le kilo à peu près. Ouais, ça varie, ça peut se négocier à ces prix-là, quoi. S'il est bon, d'accord. Est bon, voilà. Ok, donc c'est quelque chose évidemment qui est tout à fait particulier. Donc dans vos recherches, vous avez trouvé quelqu'un ? Vous qui connaissiez bien peut-être le monde agricole, vous avez trouvé quelqu'un qui était producteur de safran en Israël ? On a trouvé vraiment, on va dire, qui n'est pas vraiment producteur, qui fait pousser vraiment à toute petite quantité dans le désert, mais qui le fait d'une manière, on va dire, qui n'est pas vraiment naturelle. Ça veut dire qu'il utilise des systèmes d'irrigation et le safran est planté sous serre aussi. D'accord. Donc son but, lui, c'est pas vraiment de faire pousser le safran, il l'utilise un petit peu comme au niveau touristique, lui donner une petite image au niveau touristique. Voilà, parce les gens viennent. Au départ, ils sont hôteliers en fin de compte. D'accord. Donc c'était pas un truc. Donc c'est un peu dans un hobby en fin de compte, on va dire. D'accord. Donc à part cette personne, ça prouvait quand même que c'était possible. Il n'y avait rien. Alors comment vous avez continué vos investigations ? Nos investigations. On a appris comment planter le safran, comment le planter. Vous êtes documenté, des vidéos, vous avez parlé à des gens. On a parlé avec des gens, on s'est renseigné sur Internet, bien sûr, Google, ça nous a beaucoup aidé. On a discuté avec des gens en France et en Espagne. Et à partir de là, on a dit, bon, viens, on fait un essai. D'abord, il faut savoir si ça pousse
en Israël vraiment. Donc on a commandé des bulbes dans un pays en Europe, en France, on a commandé des bulbes, on les a plantés dans 3 endroits différents. Vous allez un peu vite, parce que j'imagine qu'avant de les planter, il faut trouver des terrains. J'imagine que les terrains en Israël, c'est pas compliqué. Ou vous avez fait ça à petite échelle? Non, au départ, c'est à petite échelle. D'accord. On voulait être sûr que ça pousse. On n'allait pas prendre des terrains. Nous, on pensait que les terrains, c'était comme ça, claquer du doigt et que tu allais avoir ton terrain. Et hop, bonjour. Non, ça marche pas comme ça en Israël. Non, après, ça marche pas comme ça. Donc, on a fait 3 tests en Israël. On a fait un test dans le désert, où là, on a mis un système d'irrigation parce qu'il faisait très chaud, qu'il n'y avait pas d'eau. On a fait un test près de Natania, entre Natania et Tel Aviv, dans un petit moshav. Là, ça n'a pas pris du tout. Et on a fait un autre test à Argilo, à côté de Jérusalem, sans système d'irrigation, sans rien du tout. Et on a planté entre Rosh Hashanah et Kippour de l'année dernière, donc de 2018. Et Erev Hanouka, le lendemain, donc c'était le premier jour de Hanouka, nos premières fleurs sont sorties. Les premières fleurs de safran sont sorties, comme celles qui sont juste derrière moi, magnifiques, d'une couleur violette, la couleur de la royauté, paraît-il. Exactement. Voilà. Donc très, 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 très belle surprise, j'imagine, pour vous. Vous devez être fou de joie. Ah bah ouais, mais c'est Hanouka. Alors, est-ce que vous aviez en tête de monter une marque, de vous lancer, de monter une boîte pour vendre votre safran ou pas? Avant tout ça, quand on a eu la garantie que le safran poussait en Israël et à Jérusalem, on a dit, bon, on passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Donc, trouver des terrains. Vous vous rendiez compte que c'était quand même un truc incroyable, parce que depuis 2000 ans, il n'y avait pas eu cette épice ici? Complètement, ouais. En fait, c'est ce qui nous a poussé aussi à le faire. C'est qu'on se dit, voilà, il n'y a personne qui fait depuis 2000 ans du safran en Israël, en plus à Jérusalem, donc pourquoi pas être les premiers? Pourquoi pas être les premiers, concurrencer l'Iran, pourquoi pas? Non, je sais pas si c'est pas le but. C'est pas le but. Vous voulez faire un safran naturel particulier? Le but, c'est d'avoir un safran déjà de grande qualité, de coller au maximum avec la nature. Ouais. C'est ça qui est important pour vous? C'est le plus important, oui, de rechercher la qualité plus que la quantité. La quantité, on ne pourra jamais concurrencer l'Iran ou un autre pays. Donc, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de sortir quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. C'est à Jérusalem, donc forcément, ça va être exceptionnel. Exactement. On a les atouts, on est en Israël, le pays de l'agriculture. Exact. Alors, justement, vous êtes mis à chercher des terrains, et là, vous êtes là, on est tombé sur des embûches parce qu'en fait, on pensait que c'était facile de louer des terrains, et on s'est aperçu que les terrains, ils appartenaient du côté de Jérusalem au Moshav, et au Moshavim, et au Kibbutz. Et donc on a visité plusieurs, on a rencontré plusieurs, la plupart n'étaient pas intéressés, ils vous ont pris pour des éliminés. Ils nous ont pris pour des éliminés. De Français qui arrivent comme ça en disant on va faire pousser du safran, ils ont dit non. Voilà. Jusqu'on a trouvé un Moshav qui s'appelle le Moshav Bar Giora. On a rencontré, c'est un peu grâce à lui si on en est là maintenant, monsieur David Bouzaglou. On le salue, on lui dit merci et bravo. Voilà. Et il a cru à notre histoire, il a cru à notre projet, il s'est investi avec nous. Et quand on a eu le feu vert pour avoir le terrain, on a commandé nos bulbes, on a réservé nos bulbes, on a acheté nos bulbes, on a reçu nos bulbes. Et entre Rosh Hashanah et Sukkot, on a planté nos bulbes de safran. Ouais, et vous avez... Et on a récolté le 20 novembre, on a eu nos premières fleurs qui sont sorties. Et j'imagine l'émotion vous avez dû avoir. Alors vous qui êtes depuis 12 ans en Israël, ça devait être une aventure complètement familiale. Ah complètement, ouais. Tout le monde a dû s'y mettre. Oui, j'ai ramené ma femme à la maison, ma mère qui était en vacances, qui est venue me visiter de Paris. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de Jérusalem, on va rien visiter, t'es là, tu vas nous aider à émonder. Et oui, parce qu'une fois que vous avez planté, une fois que ça a poussé, il faut récolter. Alors comment ça se passe la récolte d'une récolte de safran? La première fois, quand on n'y connaît rien, au début. On fait comment? La récolte de safran, ça se fait le matin, très de bonne heure. 5h du matin, il faut dans les champs. se lever avant le soleil. Ouais. Il faut arriver vers 5h30 sur le champ et cueillir les fleurs vraiment le plus rapidement possible. Essayez de les cueillir tant qu'elles sont fermées. D'accord. Alors, qu'est-ce qui était surprenant pour vous dans cette nouvelle aventure? C'est quoi? Le plus surprenant, c'était d'être... je me retrouvais des fois au milieu du champ le matin, comme ça, et on faisait notre fila sur le champ, parce qu'on n'avait pas le temps. On faisait notre fila sur le champ. Okay. Et on se dit, regarde, t'es en Israël, t'es dans un endroit qui est magique,
Et tu travailles la terre d'Israël, quoi. C'est ça, je pense, pour moi, ça a été le plus Encore une autre façon de s'attacher au pays. Alors évidemment, du safran cultivé naturellement, il est juste planté, c'est tout. Pas d'irrigation, pas d'engrais, rien. De l'engrais, si, forcément. Ah, d'accord. Mais de l'engrais naturel. De l'engrais naturel. L'engrais de poulet, en fin de compte. Qui est complètement naturel. Et qu'on a répandu sur le champ. Donc. D'accord. Alors, vous avez récolté tout ça et après, ça c'est la première étape. Après, il faut l'émonder. L'émonder, exactement. Comment on l'émonde ? Alors, l'émondage, c'est la partie la plus délicate avec le séchage du safran. C'est là où on va déterminer la qualité. Donc, on prend la fleur de safran, on l'ouvre, on enlève les pétales, on retire le pistil qui est en forme de chine, on les étale sur, des feuilles de papier sulfurisé. Et après, on les rentre au four. On les sèche environ à 40 degrés pour leur enlever l'humidité, 80% d'humidité. Une fois qu'ils sont séchés, on les met en bocaux et on les laisse prendre un petit peu de corps, qu'ils se vieillissent un petit peu pendant 2-3 mois avant de le commercialiser. Et ensuite, vous le mettez en bocal pour qu'il vieillisse. C'est comme le bon vin, c'est ça ? C'est un peu la même chose, c'est comme pour qu'il révèle tous ces arômes en fin de compte. Ok. Alors là, j'imagine que vous n'êtes pas encore en période de test, vous ne savez pas vraiment si c'est de la top qualité. On imagine que oui, mais vous devez le tester. On va avant de le vendre. Avant de le vendre, quand il sera prêt, on va l'envoyer dans des laboratoires en France et en Israël qui sont spécialisés dans la certification ISO pour le safran. Et on va le faire tester pour voir à quelle catégorie on se situe. Et à partir de là, on pourra peut-être fixer un prix et commencer à étudier une stratégie avec qui travailler. Comment on peut vous aider ? Est-ce que vous cherchez, je sais pas moi, des terrains ? Parce que pour l'instant, vous avez planté 6000 dunams, c'est ça ? Non, pas 6000 dunams. On a 6 dunams. 6 dunams, pardon. Oui, 6000 mètres carrés, 6 dunams. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous cherchez ? D'autres terrains, de l'argent, des investisseurs pour faire grandir le projet avec vous ? Exactement. Des terrains, on a des terrains disponibles. Maintenant, oui, ce qu'on recherche, c'est plus des investisseurs, de l'argent pour pouvoir grandir c'est un super projet. Le projet, grandir l'histoire, continuer l'histoire. Et de la répandre dans le monde entier, quoi. Alors c'est vrai que d'autant que vous avez été remarqué aussi par les médias israéliens. On a vu un article de vous sur un média assez connu parce que le safran est connu pour ses vertus bien sûr alimentaires, parce que c'est ok, mais c'est aussi connu pour des vertus médicinales. Complètement, Ça garantit que ça réduit le taux de cholestérol. C'est un antidépresseur. Et là, on a 2 chercheurs israéliens, c'est tout nouveau, là, qui ont découvert que le safran guérit le cancer. Avec des vertus pour guérir le cancer. Exactement. Et tous les cancers, pas tous les cancers. Donc, on en est au début des études, j'imagine. Donc ça ouvre encore une autre possibilité. Bon, en tout cas, moi, je suis très émue de vous recevoir parce que je trouve que c'est une histoire incroyable, vraiment, de partir d'un cours de Torah, d'étudier un texte et puis de se retrouver à changer de métier, changer de vie, agriculteur et refaire renaître cette plante, qui est apparemment connue et très commune, on va dire, à Jérusalem et qui a disparu. Grâce à 2 Français qui ont fait leur alia, et ça va revenir sur le devant de la scène. Alors, votre marque, parce qu'on n'a pas dit le nom, ça s'appelle comment ? Chine 314. On peut expliquer pourquoi ? En fait, le pistil, il ressemble à un chine. Ok, c'est vrai. Donc, on a cherché plusieurs noms et on s'est dit, non, Chine, c'est... 314, c'est, on va dire, un note secret. C'est le secret. On laisse les auditeurs l'interprétation. Ok, alors juste pour finir, est-ce qu'on peut vous contacter sur Facebook peut-être ? Facebook, non, on est en train de la créer. On a un compte Instagram. Un compte Instagram, Chine 314. Chine 314, Safran, parce qu'il y avait déjà un japonais. Safran, Safran. En anglais. D'accord. S-A-2-F-R-O-N. Okay. Ou sinon, on a un site internet qui s'appelle www.chine314.com. Bon, qui est en construction, mais on peut trouver nos informations, nos contacts,
vos numéros de téléphone et votre contact. Écoutez, je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. J'espère que vous reviendrez avec une production extraordinaire, voilà, que vous allez faire encore plein de choses. Merci beaucoup. Bravo pour votre ingéniosité. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir, merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.